Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une correction one shot, on va dire, d'un sujet en fait d'agrégation externe de SES. Et on va faire ce qu'on appelle la première partie de cette épreuve. Alors, il faut savoir que cette épreuve, pour les personnes qui la connaissent pas, en fait, elle se déroule. Enfin, il y a ce qu'on appelle une planche. Il y a trois exercices. Il y a un exercice qui s'appelle la question. Et il y a deux autres exercices qui sont un peu plus longs que ça quand même, et qu'il faut savoir faire. Et après, on a une présentation. On doit présenter nos résultats en fait à l'oral. Donc là, pour cette vidéo, on va le faire de manière un peu particulière. On va répondre à toutes les questions donc de ce qu'on appelle la question, et je vais les détailler un peu comme si on était sur une épreuve de baccalauréat en fait, mine de rien. Donc j'ai même pris des feuilles qui ressemblent aux feuilles du baccalauréat. Et en fait, ce sujet-là, faut le savoir, c'est un sujet de probabilité, hein. Moi, je le vois tout de suite, hein, on parle de proba, tout ça. Et également, c'est un sujet assez classique de probabilité parce que on est juste sur ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Il n'y a rien de compliqué. On est même sur un exercice, je dirais, niveau fin de première, terminale. Donc en fait, ça, pour les personnes qui passent l'agrégation des SES, il faut absolument savoir le faire, hein. Si ce truc-là est pas réussi, entre guillemets, c'est assez mal parti pour l'oral. Donc on y va, qu'est-ce qu'on a? On a une entreprise qui veut lancer un nouveau produit sur le marché, elle lance une campagne publicitaire, on admet que si un individu voit la campagne, la probabilité qu'il achète un produit est de 3 cinquièmes. Si un individu ne voit pas la campagne, la probabilité qu'il achète le produit est de 9 dixièmes. La campagne touche 70% du public ciblé. On choisit un individu au hasard, donc ça c'est la première question. Quelle est la probabilité qu'il achète le produit? Alors, là, ici, donc il faut trouver la probabilité qu'on a acheté le produit. En tout cas, moi ce que je vous propose, la première chose qu'il faut faire en voyant ça, c'est tout de suite de modéliser la situation par un arbre. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais me faire une belle petite présentation, question, hop, et je vais écrire modélisation, modélisation de la situation par un arbre de probabilité. Voilà. Donc, modélisation de la situation par un arbre de probabilité. Donc ça, il faut absolument savoir le faire, hein, c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'abord des individus qui voient la campagne et après qu'ils achètent. Donc moi, ce qui me semble naturel, c'est d'abord de faire une des branches avec vu, pas vu, et acheter, pas acheter. Donc c'est ce qu'on va faire ici, hein. Donc alors moi, je sais par expérience que vaut mieux commencer les arbres à la fin, en fait. Comme ça fait des plus beaux écartements, en fait. C'est une technique un peu bébête, mais au moins, ça nous permet d'avoir des beaux écartements. Donc, hop, voilà, voilà ici, et voilà ici. Donc, on a dit à la fin, ils achètent pas. Donc, bien évidemment, hein, souvent les événements, on les appelle de manière assez naturelle, comme les actions de l'énoncé, hein. Donc, par exemple, qui voit pas la chose, on va bien évidemment appeler ça V bar, hein, puisque on rappelle que quand même quand on met une barre, c'est pour dire que on a un événement contraire. Alors là, j'ai peur de ne pas l'avoir mis au milieu, donc j'ai petite erreur, je crois. Bon, on va voir, c'est pas très grave, voilà, c'est vraiment de la coquetterie. Voilà, donc on a ça. Maintenant, je reprends les données de l'énoncé. Qu'est-ce qui est marqué dans l'énoncé? Il est marqué, si l'individu voit la campagne, donc on est ici, s'il voit la campagne, il a probabilité qu'il achète le produit de 3 cinquièmes. Donc on est sur cette branche-là, ici. S'il voit la campagne, il a une probabilité de 3 cinquièmes. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, dans votre énoncé, la valeur qu'on vous donne là, c'est P de A sachant V. La probabilité d'acheter un produit sachant que vous avez vu la campagne. Et là, donc on est ici, hein, ça c'est bien P de A sachant V. Ce n'est pas P2, hein, je tiens à le préciser. Ensuite, si un individu ne voit pas la campagne, la probabilité qu'il n'achète pas le produit, c'est 9 dixièmes. Donc, il voit pas la campagne, il n'achète pas. Donc, ici, en fait, ce que vous devez remarquer, c'est que là, vous avez P2 A bar, il n'achète pas, sachant qu'il n'a pas vu la campagne. Alors, il y a d'autres notations parfois de ces choses-là, avec des barres en plein milieu.
Bon, c'est pas très grave si vous mettez celle-là, on vous en voudra pas. Très franchement, les deux notations sont acceptées, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et donc ici, on met 9 dixièmes. Bon, et après, on vous donne une dernière, voilà, la campagne touche 70% du public ciblé. Bon, bah, la probabilité qu'il voit la campagne, apparemment, c'est ici, 7 dixièmes. Et ben là, on a fini parce qu'en fait, on sait qu'on a juste à faire ce qu'on appelle les complémentaires à 1. Au cas où vous auriez oublié, on rappelle qu'un événement plus son événement contraire, enfin en tout cas ses probabilités, excusez-moi, la probabilité d'un événement plus la probabilité que son événement contraire, ça fait 1. Donc ici, on va obtenir 3 dixièmes, hein, parce que 3 dixièmes plus 7 dixièmes, ça fait 1, 2 cinquièmes et 1 dixième. Donc voilà, on a modélisé la situation par rapport avec un arbre, ce qui n'est pas compliqué au passage, mais il faut savoir le faire. Maintenant, on essaie de répondre à la question. La première, on choisit un individu au hasard dans la population, quelle est la probabilité qu'il achète le produit? Et bien là, vous voyez bien que acheter le produit, on est à deux endroits de mon arbre. Alors, on est ici, je vais le remettre, hop, je vais faire des petites flèches. On est ici et ici. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je lis? Là, normalement, on lit au bout de l'arbre, hein, au cas où vous auriez oublié, on lit P de V inter A. C'est-à-dire la probabilité d'acheter et qu'on a vu. Et là, on lit P de V bar inter A, la probabilité d'acheter, sachant, excusez-moi, et qu'on n'a pas vu. Le sachant est ici. Donc, comment on calcule ces probabilités? Ici, quand on est au bout de l'arbre, c'est tout simple. C'est P de V fois P de A, sachant V. Et là, c'est P de V bar fois P de A, sachant V bar. Vous faites ça fois ça, oui, et ça fois ça. Alors, c'est assez naturel, hein, au passage, de multiplier et pas additionner. Alors, si vous avez un doute à chaque fois sur est-ce qu'il faut additionner, est-ce qu'il faut multiplier, retenez un truc tout simple. Imaginons que vous lancez 3 fois une pièce d'affilée. Donc, vous allez avoir pile face, pile face, pile face, et vous allez répéter ça partout. Et bien, si vous faites 3 fois pile d'affilée et que vous additionnez, vous allez avoir 0,5 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 1,5. Donc ça veut dire que déjà vous avez une proba plus grande que 1. Bon, bref, c'est déjà normalement pas possible. Mais ça veut dire surtout qu'apparemment vous avez 150% de chance d'avoir 3 fois pile d'affilée. Alors je sais pas quelle pièce vous avez, mais c'est une pièce qui est assez intéressante, il faudra me l'envoyer. Donc bien évidemment, c'est un demi fois un demi fois un demi, en fait. On multiplie quand on se déplace comme ça dans l'arbre. Alors souvent, ce que je mets, hein, ce que j'explique parfois, c'est que je dis souvent, quand on se déplace comme ça sur un arbre, on multiplie. Alors là, je rajoute des trucs qui ne devraient pas être sur une copie normalement, hein, mais bon, c'est juste entre nous. Et là, quand on se déplace comme ça, on additionne. Donc en fait, ici, vous allez voir que pour la première question, cette petite technique, on en aura besoin. Pourquoi? Parce que pour la question 1, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la formule des probabilités totales. Donc d'après la formule des probabilités totales, on a 2 points. Donc c'est quoi la formule des probabilités totales? Ça dit qu'en fait, je veux P de A, moi. Je veux la probabilité de savoir que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut... Où est-ce qu'elles sont les personnes qui ont acheté? C'est celles qui ont vu et qui ont acheté, et celles qui n'ont pas vu et qui ont acheté. Donc en fait, la formule des probabilités totales, elle vous dit que P de A, c'est P de V inter A plus P de V bar inter A. Donc, pour avoir les probabilités des personnes qui ont acheté, vous devez faire ça fois ça, plus ça fois ça. Donc en fait, vous remarquez bien mes fameux déplacements avec mes fois là. Je me déplace comme ça, je multiplie, et je saute pour faire ça, et j'additionne. Sinon, il y a une manière un peu plus intéressante ici de le voir autrement, c'est de faire avec des patates. C'est-à-dire qu'ici, vous dessinez des patatoïdes, quoi. Donc hop, là, c'est tous les gens qui ont vu, enfin, tous les gens qui ont acheté, excusez-moi. Ça, c'est l'ensemble des gens qui ont acheté. Et parmi les gens qui ont acheté, ça se divise en deux parties. Les gens qui ont acheté et qui ont vu la pub, les gens qui ont acheté et qui n'ont pas vu la pub. Il n'y a que deux types de personnes en fait dans votre monde là ici. Donc vous voyez bien que A, c'est A inter V plus A inter V bar. Ok. Et d'ailleurs, si vous continuez un petit peu votre frontière là, qu'est-ce que vous auriez là par exemple ici? Là, vous auriez, par exemple, dans cette patate là, vous auriez A bar inter V bar. Ceux qui n'ont pas acheté et qui n'ont pas vu en fait. Alors bon, bien évidemment, c'est des représentations de patatoïdes, donc c'est pas très beau, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre, quoi, ok?
Donc là, maintenant, bah, je continue mon petit calcul. On va voir que c'est pas compliqué, en fait, hein. Il faut juste après reprendre les formules qui sont ici. Alors, pour les besoins de la vidéo, je ne veux pas remettre les formules, elles sont juste là, là, ici. Donc, je vais directement remplacer par les valeurs. Donc, 7 dixièmes fois 3 cinquièmes plus 3 dixièmes fois 1 dixième. C'est ça, hein, je me trompe pas dans les valeurs. Je me trompe pas, super. Donc, ça donne quoi? Ça donne 21 sur 50 plus 3 sur 100. Bon, bah, je continue. 21 sur 50, ça fait 42 sur 100. 42 sur 100 plus 3, bah, ça fait, plus 3 sur 100, ça fait 45 sur 100. Voilà. Donc, vous pouvez dire P2A vaut 45 sur 100. Alors, ouais, on pourrait simplifier par quoi? Alors, moi, je vois 5 rapidement, là, mais parce que j'ai pas envie d'écrire 0,45. Donc, poum, 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 poum. Moi, je vois que 9 vingtièmes là qui se simplifie. Ouais, je vois pas mieux que ça. Bon. Donc la probabilité que d'acheter, hop. Donc la probabilité d'acheter, hop, qu'une personne achète le produit, c'est 9 vingtièmes. Donc là, on a la première question assez rapide, qui n'est pas compliquée. Ensuite, question numéro 2, c'est marqué l'individu achète le produit. Quelle est la probabilité qu'il ait vu la campagne publicitaire? Donc, l'individu achète le produit. Donc, qu'est-ce qu'on sait là dans les hypothèses? On sait qu'il a acheté le produit. Maintenant, on aimerait savoir quelle est la probabilité qu'il ait vu la campagne. Alors, pour vous, ça peut vous paraître un petit peu contre-intuitif, voire étonnant, parce qu'en fait, il semblerait que les gens doivent voir d'abord la campagne avant de l'acheter. Oui, mais c'est pas très grave en fait, parce que en mathématiques, on peut faire ce qu'on appelle, on remonte le temps en fait si on veut, parce que là, on peut tomber sur un individu où on sait d'avance qu'il a acheté le produit. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il a vu ou pas la pub en fait? Quelle est la probabilité en tout cas qu'il l'ait vu ou pas cette pub? Et ben, on peut faire un truc qui est génial grâce à ce qu'on appelle la formule de Bayes. Alors, je vais vous montrer rapidement ce qu'est la formule de Bayes. C'est en fait, l'idée, c'est de revenir en arrière. En fait, c'est-à-dire de faire comment dire, l'arbre dans l'autre sens. Donc regardez, d'ailleurs, c'est pas très compliqué, hein. Vraiment, c'est vraiment très simple. Hop. Donc, on va refaire l'arbre. Vous voyez l'arbre qui est ici, là. On va le refaire dans l'autre sens. C'est-à-dire que, pour la question 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, j'ai dit qu'on allait faire l'arbre dans l'autre sens. Donc, on va mettre des V ici. V bar. V. V bar. Voilà. Donc, on continue. Hop. Je fais mes petites branches, voilà. Ok. Là, pareil, je fais mes petites branches. Et là, j'ai quoi du coup? J'ai A bar. C'est-à-dire que là, c'est un peu bizarre, mais apparemment, on le sait, on sait avant qu'il a acheté et on sait que après qu'il a vu ou pas la pub. Alors là, c'est pas très grave parce qu'en fait, pour l'instant, on connaît pas trop de valeurs. Mais en fait, on en connaît une parce que regardez bien, on a calculé P2A tout à l'heure. Donc P2A, on l'a, on sait que c'est 9 vingtièmes ici. Là, on sait que c'est 9 vingtièmes. Donc nécessairement, ici, vous avez 11 vingtièmes. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est ça. C'est P2V sachant A, ainsi de suite. Mais justement, le but de cette question, c'est quoi ici? On vous demande de calculer, en fait, quelle est la probabilité qu'il ait vu la campagne publicitaire. Donc, vous savez qu'il a acheté le produit, et vous voulez savoir quelle est la probabilité qu'il ait vu la campagne. Donc, en fait, vous savez, donc le sachant, il est là. On sait qu'on a A. Donc, en fait, ici, ce qu'on cherche à calculer, en fait, dans cette question-là, on cherche à calculer P2V sachant A. En fait, on cherche à calculer la probabilité qu'il ait vu la campagne, sachant qu'il ait acheté. Donc, en fait, le truc qu'on cherche est ici dans ma branche là. Il est là. C'est ça qu'on cherche. C'est la valeur qui est sur cette branche là. Et il se trouve que en fait, si vous regardez bien, regardez, je vais vous refaire un petit peu ce qu'on appelle l'heuristique parce que c'est pas vraiment une vraie démonstration. Vous vous rappelez quand on était au bout d'une branche là, au bout d'une branche ici, on avait quoi? On avait P de A inter V. Et la formule de P de A inter V, c'était quoi? Alors P de alors acheter et voir, c'est pareil que voir et acheter, hein. Il n'y a pas d'ordre dans l'intersection. Donc ici, ben, regardez, or P de A inter V, c'est égal à P de A fois P2 V sachant A. Mais P de A inter V,
c'est aussi égal à quoi? D'après la formule de tout à l'heure avec mon arc dans l'autre sens, c'est aussi égal à P de V fois P de A sachant V. C'est aussi égal à P de V fois P de A sachant V. Donc en fait, vous venez de montrer que vos deux intersections là, enfin votre intersection, elle s'écrit de deux manières différentes. Donc en fait, on a donc une super formule qui est P de A fois P de V sachant A qui est égal à P de V fois P de A sachant V. Et il y a une espèce de symétrie là, vous voyez, dans cette formule, là, regardez, le A il est remplacé en V, il est remplacé en V, ici du coup il y a une espèce de switch un peu bizarre, et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la formule de Bayes. Alors de Bayes, de Bayes, je sais jamais comment on dit ce truc, j'ai jamais réussi à trouver. Si vous trouvez, vous commentez tout ça, mais j'ai jamais réussi à savoir comment on le dit. Donc voilà. Hop, c'est la formule de Bayes. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a presque tout le monde, sauf comme par hasard, la personne qu'on cherche. Je vous rappelle qu'on cherche P de V sachant A, qui est ici. Et il se trouve qu'on connaît P de A, dans la question juste avant, on l'a trouvé. On connaît P de V, parce qu'on nous le donne dans l'énoncé. Je rappelle que ça et ça, on les connaît, ils sont juste là, dans l'arbre. Et on connaît du coup le truc d'à côté, on connaît lui, là, on est d'accord. On connaît celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on connaît finalement? On a tout le monde là, sauf cette valeur-là. Ainsi, P de V sachant A, c'est donc égal à P de V fois P de A sachant V, le tout divisé par P de A. Et donc, on a juste à remplacer maintenant. Là, c'est que du calcul. Hein. Donc, P de V, c'est 7 dixièmes fois P de A sachant V, 3 cinquièmes, le tout divisé par 9 vingtièmes. Il me semble que c'était bien 9 vingtièmes, je m'en souviens plus, voilà. Donc, qu'est-ce que ça me donne ce petit beau monde? 3 dixièmes fois 7 dixièmes fois 3 cinquièmes, ça nous fait du 21 51e divisé par 9 vingtièmes. Alors, et là, j'espère que vous vous rappelez un petit peu de vos souvenirs de collège. Hein. C'est quand vous avez une division de fraction, vous multipliez par l'inverse. Voilà, on multiplie par l'inverse du dénominateur. Alors là aussi, je vais vous faire rapidement la petite démonstration. Vous allez voir, ça prend quelques secondes. D'où ça vient ce petit truc là, multiplier par l'inverse? Parce que ça, c'est toujours une espèce de magie. On a l'impression là de multiplier par l'inverse. Donc je vais faire un petit interlude là dans ma copie volontairement. Alors d'où ça vient cette histoire de multiplier par l'inverse? Regardez, je vais vous le faire avec l'exemple qui est ici. Quand vous avez 21 sur 50 divisé par 9 sur 20. Donc d'où ça vient cette histoire de quand on a une fraction on multiplie par l'inverse? Ça vient de là, regardez, c'est très très simple. Là, vous prenez le dénominateur qui est là et vous multipliez, quand vous avez une fraction, vous avez le droit de multiplier en haut et en bas par la même chose. Donc je vais multiplier par 29e, par l'inverse en fait, tout simplement, ici. Et je vais multiplier par 29e ici aussi. Regardez bien. Donc j'ai multiplié par la même chose en haut et en bas. Mais qu'est-ce qui se passe en bas là? Vous avez 9 fois 20, 9 fois 20, ça va se simplifier. Tout ça, ça va simplifier. Il va me rester 1 en bas, en fait. Il ne reste pas 0, attention, en fait, pas l'erreur non plus. Donc, il reste 1 en bas. Et donc, il vous reste ça en haut, au numérateur, quoi. Enfin, je dis en bas, c'est numérateur, vous m'avez compris. Et donc là, quand vous avez une fraction sur 1, c'est comme si vous avez rien, quoi, en fait. C'est comme si que, hop, vous pouvez écrire ça. Donc finalement, regardez, vous voyez bien que diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Ça vient juste de là, il n'y a pas de magie, hein, c'est vraiment, on a multiplié par l'inverse en haut et en bas, et en bas on obtient 1. Voilà. Donc c'était juste pour faire une petite digression sur ça. Donc je reviens là-dessus, sur 21, sur tout ça, là. Donc ça fait 7 fois 3, fois, parce que j'essaie de simplifier un peu, 5 fois 4, et en bas je vais avoir 5 fois 10, fois 3, fois 3. Moi j'essaie de tout faire sans calculatrice, hein, idéalement. Alors, je divise par 3 là en haut et en bas, là aussi. Tiens, 4, je peux encore l'écrire comme 2 fois 2 ici. Et ça, je peux encore l'écrire comme 2 fois 5. Donc, ça va simplifier un 2. Donc, il va me rester 2 au-dessus. Et 5 fois 3 en bas, 15. Donc, il me reste 2 quinzièmes. Donc, j'ai trouvé la probabilité de V
sachant A. Voilà, donc là vous avez vu déjà, on a fait 2 questions, hein, c'est pas très compliqué, mais il faut absolument savoir. Alors moi je les détaille bien évidemment hein, pour les besoins de la cause, mais une fois que vous avez compris les choses, vous savez que normalement ça vous êtes capable de le faire. Donc je sors de ma digression là pour expliquer multiplier, là je vais le mettre ici, multiplier par l'inverse. Ça là c'est pas de la magie encore une fois, il n'y a jamais de magie en mathématiques. Hein. Voilà, donc question 3, on est content, on a fini en fait, hein, il reste une question, alors je l'ai souligné, hop, voilà. Question 3, qu'est-ce qu'on a? Question 3, on nous parle d'un échantillon de 50 individus de la population visée. Combien d'acheteurs du produit peut-on espérer? Alors moi, quand je vois tout de suite le verbe espérer, ça me fait penser à l'espérance. Et effectivement, ici, c'est de l'espérance qu'on va avoir parce qu'on nous parle d'un échantillon de 50 individus. Donc, ce qui va arriver ici, c'est ce qu'on appelle de la loi binomiale. En fait, ici, pour avoir de la loi binomiale, qu'est-ce qu'il faut qu'on obtienne pour avoir une loi binomiale? Il faut qu'on ait une répétition de ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est seulement une expérience avec succès-échec. Et il faut qu'on arrive à répéter ça de manière identique et indépendante. Bah, c'est exactement ce qui va se passer. En fait, ici, regardez, si je vais essayer de vous schématiser l'expérience qu'on vous propose de faire dans cet exercice. L'expérience, c'est celle-là. Donc, hop, il achète pas, acheter, pas acheter, et je continue. Regardez. Donc là, je vais en mettre un ici. Si j'en mets un là, je suis pas mauvais. J'ai l'impression de faire une bêtise. Je vais peut-être encore écarter un peu plus grand. Là aussi. Là, si je le fais, ça devrait marcher ou pas? Oui, ça va marcher. Super. Donc, voilà. Hop, regardez. A barre, A barre. Et je pourrais encore continuer ainsi de suite. Hein. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux faire. Donc, ici, je continue à faire mes expériences. Là, A. J'ai pas été très malin, pardon. A barre. Voilà. Je recommence ici. Bon, c'est plus très symétrique, hein, ça va pas être très beau là ce que je vais faire, tant pis pour moi. J'ai pas été... Vous avez vu, c'est le problème de pas commencer à la fin. Ça fait pas des beaux arbres après. Vous voyez, quand vous en faites plusieurs branches, ça fait des trucs pas très beaux. Donc bon, on va dire qu'on n'a rien vu, ça reste entre nous. Voilà. Donc vous voyez, en fait, je peux répéter cette expérience-là, c'est-à-dire, là, il faut imaginer que je peux répéter ça, là, ici, 50 fois. D'accord? Je peux faire, là j'ai fait une branche, enfin, une possibilité, 2 possibilités, et je peux répéter ça 50 fois. Donc je vous laisse imaginer la taille de l'arbre, comment ça va être très grand. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de mathématiques et de lois pour ne pas se prendre la tête, parce que c'est trop compliqué à représenter en fait. Donc ici, il va falloir imaginer ce qui se passe quand on répète cette chose-là. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toujours succès-échec, c'est-à-dire qui l'achète pas. Et donc, si vous avez 50 personnes, là, au bout des branches, vous avez les 50 possibilités. Regardez juste déjà avec 3 possibilités ici. Vous avez toutes les possibilités, enfin avec 3 personnes, vous avez toutes les possibilités au bout de l'arbre. Soit vous avez 3 personnes qui achètent, soit vous avez acheté, acheté, pas acheté, soit vous avez acheté, pas acheté, acheté, soit vous avez acheter, pas acheter, pas acheter, soit vous avez pas acheté, 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 et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'avec déjà 3 personnes là, enfin oui, 3 personnes, on a plein de possibilités. Donc essayez d'imaginer avec 50 comment ça va être très très grand en fait en possibilités. Donc là en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que on a la répétition d'une expérience de Bernoulli de manière identique et indépendante. Donc on est dans le cadre d'une loi binomiale. Et donc c'est super d'être dans le cadre d'une loi binomiale. Pourquoi? Donc je vais le mettre ici. Répétition identique et indépendante d'une expérience de Bernoulli. C'est important que ce soit une expérience de Bernoulli, hein, expérience de Bernoulli, c'est-à-dire succès, échec. Alors Bernoulli, attention, il n'y a pas de i ici, hein, j'insiste. Donc une expérience de Bernoulli, donc c'est important, il n'y a que succès, échec et rien d'autre. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs trucs, hein, sinon c'est embêtant. Il faut juste qu'il y ait succès, échec. Donc là, succès, échec. Alors attention, la notion d'échec en mathématiques, elle est particulière. Hein. Par exemple, quand on étudie des gens malades, être malade, c'est un succès. Donc c'est ce qui nous intéresse en fait. Le succès, c'est ce qui intéresse dans l'expérience. Donc c'est identique, indépendant, et du coup, on a une formule pour l'espérance, et c'est ça qui est génial, elle se note comme ça, l'espérance, elle se note directement, n fois p, et n c'est quoi?
c'est le nombre de répétitions, et P, c'est la probabilité de votre succès. Et P de A, il se trouve qu'on l'avait, c'était 7 dixièmes. Donc, donc ça va me faire quoi tout ce beau monde là? Ça va faire 350 sur 10. Bon, j'aurais pu simplifier par 10 avant, je suis bête. Donc ça va me faire 35. Voilà. Et ben vous pouvez espérer que sur 50 individus, il y en ait 35 qui achètent. Donc voilà pourquoi c'est vraiment super en fait les lois binomiales. Parce que en fait ça permet d'avoir une espérance. Alors attention à l'espérance, je vais essayer de vous la traduire un petit peu parce qu'il faut vraiment que vous la compreniez. L'espérance, il y a une notion d'infini derrière en fait qu'il faut comprendre. C'est que si vous avez un échantillon de 50 individus, eh ben, prenez un échantillon de 50 individus, peut-être que dans cet échantillon-là, vous allez avoir, allez, je dis une bêtise, 20 personnes qui vont acheter. Prenez un autre échantillon de 50 individus, vous allez avoir peut-être 30 personnes qui vont acheter. Prenez un autre échantillon, vous allez peut-être avoir 40 personnes qui vont acheter. Prenez encore un autre échantillon, vous allez avoir, et vous comprenez ce que je veux dire. Et quand vous allez faire la moyenne de toutes les personnes qui ont acheté, une moyenne infinie, justement, c'est là la notion d'infinité qu'il y a derrière, et ben en fait, vous pouvez espérer tomber sur 35. Quand vous allez faire la moyenne, en fait, cette moyenne infinie, vous allez tomber sur 35. Donc c'est pour ça qu'on parle, que peut-on espérer en fait comme acheteur? Parce que quand on a une loi binomiale, ben en fait ici, on pense à calculer ce qu'on appelle l'espérance. Voilà. Donc voilà pour ce sujet. Assez facile, hein, vraiment. Il est vraiment très très simple. Il n'y a aucune difficulté dans ce sujet. Il est vraiment très très facile. C'est vraiment du niveau. Encore une fois, je le redis. Hein, on est sur fin de première, honnêtement, début de terminale. Alors, on voit pas toujours l'espérance. La loi binomiale, elle est vraiment en terminale en 2023, 2020, enfin, cette année-là, quoi. Donc, on voit pas ça en première. Par contre, les deux questions qui sont là, clairement, on est en plein dans la première. Hein. Là, c'est pour ça qu'un truc comme ça, dans une épreuve d'agrégation, si vous savez pas faire ça, c'est très mal barré en général pour l'oral. Et je dirais même pour des élèves de terminale, hein, s'ils font ça dans le jour du baccalauréat, s'ils savent pas faire ces questions-là, c'est très mal barré, hein, parce que c'est vraiment la base de ce qu'il faut savoir faire en probabilité, c'est savoir faire des arbres, savoir trouver des probas conditionnels et ainsi de suite, quoi. Donc voilà.